Il existe des affaires si étranges, si déroutantes, qu'elles défient toute explication. Elles ne sont pas résolues car elles ne devraient pas exister. Bienvenue dans l'iceberg des crimes français. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 enquêtes irrésolues qui nous montrent le côté le plus sombre de la France. Plus nous plongeons, plus le mystère est absolu. Commençons par la surface avec l'affaire numéro 1. L'iceberg des crimes insolites commence avec une terreur si banale qu'elle pourrait vous arriver. L'autoroute A40, juillet 2011. Xavier Baligan, père de famille, rentre de vacances. Ses 2 fils dorment à l'arrière. À 3h30 du matin, près de la frontière suisse, il s'arrête sur l'aire de repos de Mâcon-Saint-Albin. Une pause pipi rapide, geste anodin, une routine pour des milliers de Français. Il sort de sa voiture, à peine a-t-il fait quelques pas qu'une ombre apparaît, venue de nulle part. Aucun témoin, aucun bruit. 5 balles de petit calibre, 5 balles tirées à bout portant. Il s'écroule, mortellement touché, sous les yeux de ses propres enfants. Le tueur n'a rien volé, rien touché. Il n'y a aucune preuve de mobile. On sait juste qu'il a disparu aussi vite qu'il est apparu. Il ne s'agit pas d'un braquage qui a mal tourné, c'est une exécution chirurgicale sur une aire d'autoroute. La police n'a aucune piste. Le tueur est un fantôme. Qui était Xavier Baligan? Et surtout, pourquoi l'avoir tué? Il est le premier niveau de notre iceberg. Et nous allons plonger plus profondément. Si le niveau 1 parlait d'une exécution chirurgicale, le niveau 2 parle d'un prédateur fantôme. Nous sommes en Isère, près de Grenoble, dans les années 1980-1990. Une série de disparitions d'enfants et d'adolescents frappe la région. Aucune coïncidence possible. Nous parlons de 7 victimes en 15 ans. L'affaire commence avec le plus jeune, Ludovic Janvier, 6 ans, enlevé en plein jour devant ses frères à Saint-Martin-d'Hères. Son vélo est retrouvé. Ludovic, lui, s'est volatilisé. Le mode opératoire change, les profils des victimes sont variés, mais le périmètre reste le même. Les corps retrouvés n'apportent aucune piste. L'enquête piétine, les familles sont brisées. Y avait-il un seul homme ou une série d'assassins agissant sur un même territoire? Qui est le prédateur qui a terrorisé l'Isère pendant 2 décennies? Et pourquoi n'a-t-il jamais été identifié? Le mystère est total. Le niveau 3 nous amène loin de la terre ferme. Yves Godard, médecin, est un homme plein divorce, criblé de dettes et mêlé à une affaire d'escroquerie. En 1999, il prend le large. Mais il n'est pas seul, il emmène avec lui sa fille, Camille, 6 ans, et son fils, Marius, 4 ans, sans laisser d'explication. Le bateau, dénommé l'Estran, part du port de Saint-Malo. L'alerte est donnée. Quelques jours plus tard, des débris sont retrouvés sur les côtes anglaises. Puis, un canot de sauvetage et un sac de sport contenant des documents personnels de Godard. En 2000, le mystère s'épaissit. Le crâne de sa femme, Marie-France, est repêché au large de la Manche. En 2006, c'est celui de leur fille Camille. Mais Godard et Marius, où sont-ils? Aucune trace. 2 scénarios s'affrontent. Soit Godard, ayant assassiné sa femme, a orchestré une fuite ou un suicide en mer avec ses enfants, soit il a été exécuté par des créanciers et le corps de ses proches jeté pour maquiller le crime. Qui a vu ce bateau Estran? Où sont Yves et Marius? Tout cela reste un océan de questions. Le niveau 4 nous plonge dans l'horreur la plus déroutante, celle d'un homme qui a terrorisé Paris dans les années 80 et 90. Son surnom, le Grêlé. Il est un tueur en série et violeur, frappant surtout des enfants et des jeunes filles. La police ne dispose que de son portrait robot et d'un ADN prélevé sur plusieurs scènes de crime. Le plus terrifiant, c'est son statut. Lors de ses crimes, il est officier de gendarmerie, puis policier. Il mène des enquêtes tout en étant le tueur qu'il est censé traquer. Pendant 35 ans, les enquêteurs le cherchent, sans se douter qu'il est dans leur propre rang. L'affaire semble irrésolue jusqu'à l'année 2021. Une simple convocation pour une ancienne affaire pousse François Vérove au suicide. L'ADN confirmera, le grêlé est bien Vérove, l'affaire est bouclée, mais le mystère demeure. Pourquoi? Quel était son mobile? Pourquoi a-t-il pu échapper si longtemps à la traque? Et combien de crimes n'ont jamais été découverts?
Nous sommes à mi-parcours de l'iceberg. Le niveau 5 est un classique de l'énigme du crime parfait. L'été 1991 à Nice, Marie-Hélène Audois, 21 ans, étudiante, se rend à un entretien d'embauche. L'entretien n'aura jamais lieu. Peu après 18h, sa voiture, une Renault Super 5 blanche, est retrouvée abandonnée. Les clés sont sur le contact, le volant est bloqué et son sac est dans l'habitacle. Elle s'est tout simplement volatilisée. La police trouve des traces de sang dans la voiture, mais en quantité insuffisante pour déterminer quoi que ce soit. Surtout, il n'y a aucun corps. Elle aurait pu être enlevée à tout moment. Un coup de folie. Un prédateur l'attendait-il à son entretien? La voiture était-elle le lieu du crime? Ou une simple mise en scène? C'est l'un des rares cas où on a le lieu, l'heure et les traces, mais la victime et le coupable restent introuvables. La nature de sa disparition est restée un mystère total pendant plus de 30 ans. Elle est le cœur de notre iceberg. Le niveau 6 nous emmène dans l'Orne en 2012. Le mystère ici n'est pas la disparition mais la scène macabre laissée derrière. Une valise oubliée au bord d'un étang. À l'intérieur de cette valise, le corps de Céline Vance, 46 ans. Mais ce n'est pas tout. Dans une malle en bois retrouvée dans un autre étang se trouve un autre corps, celui de son amant, Jean-Paul Pijard. Les deux victimes ont été tuées par balle. La particularité du cas, c'est que les corps sont retrouvés dans une mise en scène complexe, ligotés et disposés dans une malle et une valise. Pourquoi tant d'efforts? L'enquête s'oriente rapidement vers le mari de Céline, mais la police ne trouve aucune preuve formelle. Le mystère de cette mise en scène et la raison de cet acharnement pour dissimuler les corps de manière si théâtrale reste entier. Est-ce le crime passionnel d'un époux jaloux qui a voulu frapper les esprits? Ou y a-t-il une dimension plus sombre, une histoire de règlement de compte ou de vengeance derrière cette mise en scène qui crie le drame? Le coupable n'a jamais été retrouvé. Nous descendons profondément. Le niveau 7 est un cauchemar qui nous rappelle la bête du Gévaudan. Un prédateur non identifié sème la terreur dans les Vosges. 8 brebis, 10 agneaux, 2 veaux. La bête ne frappe pas toujours pour tuer, mais pour mutiler. Les animaux sont retrouvés avec des morsures inexplicables et des blessures qui ne correspondent à aucun animal connu. Les experts pensent à un chien-loup hybride. Un loup, un chien errant, mais rien ne correspond à la sauvagerie et à l'intelligence de la bête. L'animal semble éviter tous les pièges. La population parle de créatures mythiques, d'un loup-garou, un animal qui aurait pu être lâché dans la nature et qui ne répond à aucune logique animale connue. Des témoins parlent d'une silhouette plus grande et plus rapide que la normale. L'affaire n'a jamais été définitivement close. La bête a tout simplement disparu. Simple chien ou légende qui s'est réveillée dans les profondeurs de l'iceberg, la logique s'arrête. Pour le niveau 8, nous faisons un saut dans le temps, à Loudun en 1634. L'affaire qui définit l'hystérie collective est l'énigme du rituel. Un curé, Urbain Grandier, est au centre d'un scandale. Grandier, un homme charismatique et libertin, est accusé d'avoir jeté un sort aux Ursulines, un couvent local. Les nonnes se mettent à manifester des signes de possession démoniaque. Est-ce une véritable possession, une hystérie collective ou un complot politique orchestré par Richelieu pour se débarrasser de Grandier, qui était un adversaire? Le doute est au cœur de cette affaire. L'affaire se terminera dans l'horreur. Grandier est condamné pour sorcellerie, torturé et brûlé vif sur place publique. Un événement si extrême qu'il marque l'histoire française. Le mystère de Loudun n'est pas le crime, mais la manipulation. Qui disait la vérité? Et jusqu'où le pouvoir politique était-il prêt à aller pour faire taire un homme couvert de croyances religieuses? Un rituel qui cache un crime d'État. Bienvenue au niveau 9. Ici, l'enquête s'arrête non pas par manque de preuves, mais par décision. Nous sommes à Toulouse, dans les années 90, l'affaire Patrice Allègre. Allègre est un tueur et violeur. Mais très vite, la police soupçonne que ces crimes ne sont que la pointe de l'iceberg. Il est lié à un réseau de proxénétisme impliquant des personnalités haut placées. L'enquête est entravée. Des témoins clés meurent mystérieusement.
et des informations cruciales sont étouffées par la hiérarchie. On parle d'un réseau qui s'étendrait jusqu'au monde politique et judiciaire. Le scandale éclate, mais le réseau, lui, ne sera jamais démantelé. L'affaire est bouclée autour du seul Allègre, laissant derrière elle une traînée de questions non posées et de victimes non reconnues. Est-ce le prix à payer pour l'impunité ? Ou est-ce la preuve qu'en France, certains crimes sont trop vastes, trop sensibles pour être résolus ? L'affaire Allègre est le plus grand complot non prouvé de l'histoire criminelle récente. Nous avons atteint le fond de l'iceberg. C'est l'affaire des disparus de la 6, l'autoroute maudite. Entre 1984 et 2005, plusieurs personnes se volatilisent sans laisser de traces. Des jeunes femmes, des autostoppeurs, la 6 est le théâtre d'une série d'enlèvements. L'un des cas les plus célèbres est celui de Françoise et son mari, retrouvés morts et dénudés, jetés en bordure de la route. La police parle de rôdeurs, de tueurs en série opérant sur les axes routiers. Mais l'absence de mobile clair et la grande diversité des victimes et des méthodes sèment le doute. L'énigme réside dans le fait qu'il n'y a jamais eu d'arrestation unique. Le coupable est-il un seul homme ? Ou l'A6 est-elle une zone de non-droit propice à l'enlèvement et au meurtre ? L'affaire des disparus de l'A6 est le symbole que même dans notre ère ultra connectée, des gens peuvent encore disparaître sans explication sur nos axes routiers les plus fréquentés. Elle est le secret le plus persistant de l'iceberg français. Des autoroutes aux mers agitées, des complots politiques aux légendes sombres, cet iceberg prouve que la France n'est pas à l'abri des mystères les plus absolus. Chaque cas que nous avons exploré a un point commun, il manque une réponse. Dites-moi en commentaire quel mystère français vous obsède le plus. Abonnez-vous à Enquêtes Insolites pour la suite de nos plongées. Je vous dis à très bientôt.